Heu, je suis Céline Bello, directrice de l'École de travail social de l'Université de Montréal et chercheure principale sur cette recherche, en compagnie de nombreux autres collègues que je vais vous présenter. Donc Philippe Benoît Côté de l'UQAM, Elisabeth Gressler de l'UDM, Marie-Ève Goyer de l'UDM, Swan McDonald de l'UDM, Annie Fontaine de l'U-Laval et Caroline Grimard de l'UDM et tout un nombre de personnels de recherche tout aussi important, Stéphanie Wood, la coordonnatrice, Guylaine Racine, professionnelle de recherche, Isabelle Raffestin, professionnelle de recherche, et de nombreuses autres étudiantes, Vanessa Bergeron, Marie-Lou Landry, Stéphanie Arsenault, Josiane Cosel et Karine Robertson. Et finalement, pardon, Joanne Thompson-Sweeney. Donc, désolée pour, la répétition pour les collègues qui m'ont déjà entendu une fois ou 2 fois. J'essaye de varier mon discours, mais c'est pas facile dans la mesure où il suffit d'expliquer quelle est cette recherche-là. Donc, en mai l'année dernière, on a été approchés notamment par, le RAPSIM et le Réseau Solidarité Itinérance du Québec pour réaliser une étude sur, ce qui se faisait en fait dans le contexte de la pandémie en termes de réorganisation des services et de réponse aux besoins des personnes en situation d'itinérance. On a fait une demande aux instituts de recherche en santé du Canada qu'on a obtenu en juin et également et en fait après c'est suivi un financement du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour approfondir la question régionale notamment et la judiciarisation de la pandémie. Alors, l'idée de cette recherche, c'était donc de voir la réorganisation des services institutionnels et communautaires, d'entendre le point de vue à la fois des acteurs répondant en itinérance dans l'ensemble des régions du Québec, de réaliser un sondage auprès des intervenants et des gestionnaires sur la manière dont ils avaient vécu cette réorganisation, notamment au plan de la protection, des conditions de travail, mais aussi des pratiques cliniques et finalement rencontrer des personnes en situation d'itinérance. Alors cette étude, elle se déroule sur 1 an en 3 phases. La première et là, on va vous donner des résultats préliminaires de la première phase. Donc on va faire encore une deuxième phase pendant l'hiver où on va approfondir en fait des interventions nouvelles et par la suite, à la fin de l'hiver, nous reviendrons avec, toute, une série de recueillettes de données, à la fois sur les acteurs répondant en itinérance, mais aussi, sur les intervenants et les gestionnaires pour voir qu'est-ce qui se sera passé dans l'hiver et enfin sur les personnes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, on va vous présenter des résultats préliminaires. Ce sont des données qui ont été recueillies entre le mois d'août et le mois d'octobre. Donc, soyez indulgents sur ces résultats qui sont véritablement préliminaires dans l'analyse. On ne vous présentera pas, le sondage roule, donc on ne vous présentera pas les données relatives au sondage. Et nous avons réalisé on a obtenu l'autorisation en fait de faire des entrevues avec des personnes en situation d'itinérance à la toute fin du au milieu du mois de novembre. Donc, on a réussi à réaliser 28 entrevues avec les personnes en situation d'itinérance qui sont actuellement en analyse. Ces webinaires, se veulent à la fois une diffusion des résultats préliminaires de ce que nous avons trouvé en vous entendant, en vous écoutant, mais c'est aussi une occasion d'échange entre vous et entre nous. Donc, le webinaire va consister en une présentation d'une vingtaine de minutes des résultats. Puis après, on va vous placer en sous-groupe avec des discussions. On vous dira en fait la question auquel on souhaite que vous répondiez. Et ce qu'on va essayer d'améliorer cette semaine par rapport à l'autre semaine, c'est la retransmission en fait des faits saillants de ce que vous aurez dit dans le chat, puisqu'on reviendra en plénière à la fin du webinaire. On va vous demander votre autonomie dans les groupes pour que quelqu'un prenne en charge la prise de notes et l'autonomie et l'animation un peu de la discussion. On est quelques-unes à pouvoir participer au groupe, mais dépendamment du nombre que vous êtes, on ne peut pas être dans tous les groupes. Donc, on va vous appeler à votre autonomie, vos qualités, expertise en termes d'animation.
Ce que je pourrais aussi, mentionner, c'est que donc cette recherche, s'appuie aussi sur un partenariat avec, le RAIC, le réseau Solidarité Itinérance et le RAPSIM, que l'idée c'est de, travailler à une mobilisation des connaissances, rapide. Donc on fait des webinaires maintenant, on en fera dans l'hiver et au printemps. Mais si vous avez, des choses, que vous souhaitez nous mettre de l'avant, on est tout à fait ouverte, à des projets, des formes d'intervention ou même des situations particulières. N'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse, les documenter. L'idée étant de, documenter le plus possible, cette réorganisation durant la pandémie, en prenant aussi pour assises, en fait, les différentes périodes de la pandémie. Donc la première vague, le confinement, dont on va vous parler aujourd'hui, mais également ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement et dans l'hiver pour arriver à avoir des données sur l'ensemble de l'année. Vous rappelez peut-être aussi qu'on a l'intention de créer une communauté de pratique. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous. On va organiser ça, à partir du mois de janvier. L'idée étant d'échanger là d'un point de vue peut-être plus clinique sur, les enjeux que vous vivez, les défis, mais également les difficultés et vos bons coups, dans ce contexte difficile pour tout le monde. Je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Guylaine qui va vous présenter aujourd'hui ce troisième webinaire avec les résultats. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être encore une fois présent. Aujourd'hui, je- on va passer 20-25 minutes ensemble et on va surtout, si je reviens au titre du webinaire qui est tirer l'élastique ou l'exigence de créativité en temps de pandémie. Bien sûr, ce qu'on va entendre parler aujourd'hui, c'est de débrouillardise, la capacité à s'adapter. Euh, donc, en fait, ce que des gens me résumaient dans les entrevues à moi et à mes collègues, se revirer de bord sur un dixaine. Donc, c'est de ça aujourd'hui qu'on va entendre parler. Puis, il va falloir se rappeler qu'un dixaine, c'est pas gros. Donc, quand on se revire de bord sur un dixaine, on n'a pas beaucoup d'espace, on n'a pas toujours le temps de réfléchir. Donc, il y a différentes initiatives qui sont parties de cette idée en se revirant de bord sur un dixaine. Certaines qui ont probablement été plus fructueuses que d'autres, mais aujourd'hui, c'est surtout l'idée d'en parler et de montrer la débrouillardise. On va prendre donc quelques exemples qui vont permettre d'illustrer comment ces adaptations-là, comment ça a mis du mouvement dans les rôles des intervenants, des gestionnaires, d'organismes communautaires, ça a mis du mouvement dans les lieux d'intervention, dans les attentes, les règlements, les critères, les mandats, les missions. Nos exemples sont surtout autour des organismes communautaires. Il faut dire qu'il y avait dans nos entrevues un plus grand nombre d'organismes communautaires qui ont été interviewés. Et l'autre aspect, c'est quand on parlait à des gens des CIUS ou des CIS, ils nous parlaient bien sûr de leurs pratiques personnelles. Ce n'était pas surtout là-dessus qu'ils passaient du temps. Ils nous racontaient ce qui était arrivé dans leur région et ils parlaient bien sûr des organismes communautaires. Fait qu'il y a une espèce de c'est pas équilibré en termes d'exemples, mais ça ne veut pas dire que autant dans l'institutionnel, certains ont aussi dû étirer leur élastique. L'autre élément, donc, on va aussi par ailleurs commencer à réfléchir aux limites à l'élasticité des élastiques. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Il va y avoir quelques pistes de réflexion à poursuivre et on va passer ensuite à des échanges en sous-groupe. Quand on fait une présentation, il faut toujours trouver le fil. On commence par quoi? Et l'idée m'est venue entre 3h15 pendant une nuit, puis 3h17, d'une citation, de partir avec un extrait de citation d'entrevue de quelqu'un que j'avais interviewé qui travaillait dans le réseau. Et à qui, dans nos entrevues, on demandait aux gens, est-ce qu'il y a un projet, une pratique, une expérience que tu trouves qui devrait être partagée avec d'autres parce que tu l'as trouvée inspirante? Je pense que parfois, on utilisait le terme exemplaire, en tout cas. Et la personne avait répondu tout de suite, elle a dit, moi, je reviendrai aux organismes communautaires. Je trouve qu'ils sont dans la pratique exemplaire tout le temps. Nous, on a fermé notre service XYZ, pour ne pas le nommer,
Toute mon équipe est en télétravail, mais eux autres, ils reçoivent encore du monde, tu sais, et avec peu de ressources. Et après m'avoir dit ça, la personne s'est commencé à me parler de l'ingéniosité pendant la pandémie, et comment cette ingéniosité avait pris plusieurs formes et je trouvais pas un meilleur mot pour commencer. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, à partir des entrevues, on va essayer de voir différentes initiatives, donc quand les gens ont été ingénieux, certaines qui ont été très médiatisées d'ailleurs, hein. Il y a des trucs qui se trouvent dans les journaux locaux, dans les grands journaux, mais aussi des initiatives, des fois, qui ont été plus discrètes. Donc, notre pari, pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est de rendre compte du petit, pas juste du grand. Donc, des petites initiatives et des moyennes et des plus grandes. Pour y arriver, on a pris des fragments d'entretien qui vont montrer justement que si l'ingéniosité, parfois, ça a servi à mettre sur pied un refuge dans un aréna ou mettre une unité de débordement dans un motel, des fois, l'ingéniosité a servi d'autres objectifs. Par exemple, recréer du lien social là où le sanitaire lui faisait obstacle, pour des bonnes raisons. Là, personne ne conteste que c'était pour des bonnes raisons, mais il y a eu de l'ingéniosité pour recréer du lien, garder du lien. À d'autres moments, un autre exemple, c'est pour maintenir les gens dans leur appartement pour leur éviter la rue. J'ai pensé vous lire quelques phrases, un peu comme des pop-up qui sont sortis des entrevues quand je les feuilletais rapidement. On les a laissés consommer dans le jardin. Une fondation nous a donné de l'argent pour payer des loyers. On a ajouté des places en transformant un bureau et un salon en chambre. On a aménagé un autobus scolaire en halte chaleur. On a fait un jardin avec des légumes puis tout ça. Dans cet exemple-là, en fait, la personne racontait que c'était encore l'hiver, les gens déprimaient avec le confinement qui était hébergé, puis tout d'un coup, l'équipe a dit, ben écoute, c'est gelé dehors, on est confiné, mais il va y avoir un futur. Donc, pour susciter, dans le fond, un peu d'espoir chez les personnes qui n'allaient pas bien à ce moment-là dans la maison d'hébergement, ils sont partis avec des pelles creusées. Et ils racontaient dans l'entrevue qui s'est passée fin de l'été, que certaines personnes étaient revenues durant l'été pour voir si les légumes avaient poussé, par exemple. On a mis des démarches sur pause. On a loué un 1,5 pour donner accès à une douche. Elle s'est habillée en astronaute pour donner un hug à une jeune. Euh, je vous reprends le petit extrait d'entrevue. La personne raconte, il y avait une jeune qui venait de quitter notre ressource juste avant que tout ferme. Elle s'est retrouvée toute seule dans un 1,5 confiné. Pas d'amis. Après 3 semaines de confinement, elle nous téléphonait, elle pleurait, elle voulait nous voir, mais on voulait respecter les mesures sanitaires. À un moment donné, une intervenante a dit, ça suffit. Moi, je vais m'enrouler d'un rideau de douche s'il le faut, mais on va lui dire de passer, puis je vais aller lui jaser dans la cour. L'intervenante avait l'air d'une astronaute. Masque, lunettes, visière, gants jusqu'au coude. Puis là, elle est sortie. La jeune l'attendait dehors. Nous, on regardait par la fenêtre, on l'a vu lui donner un hug. Tout le monde pleurait ici. On a mis sur pied un refuge au seuil de tolérance. On a mis des roulottes dans notre stationnement. On a offert des suivis en ligne. On avait fourni des cellulaires aux personnes. Notre ressource est devenue un lieu de quarantaine pour un autre hébergement. Dans cette situation-là, quelqu'un raconte qu'il y avait 5 chambres. Il faisait de l'hébergement pour des 12-15 ans. Ça a été arrêté. Alors, l'équipe s'est réorganisée, adapté les chambres pour pouvoir offrir un lieu de quarantaine où les personnes allaient, faisaient leur confinement et ensuite pouvaient être référées à des ressources d'hébergement de la région. L'adaptation que ça a demandé juste au niveau de passer de faire de l'intervention auprès du 12-15 ans, thématique, c'était quelque chose qui nous était raconté pendant les entrevues. Les personnes hébergées ont remplacé nos bénévoles. Alors, les gens nous parlent aussi comment les changements de rôle avec les gens qui étaient là plus longtemps hébergés, qui prenaient certaines responsabilités.
On a offert des rencontres Zoom pour garder le contact. Donc, construire l'avion en plein vol. Moi, j'ai le luxe, comme professionnel de recherche, d'avoir pris les entrevues bien tranquilles, bien smooth, puis de regarder ça, puis de vous sortir des éléments comme ça. Mais j'essayais d'imaginer qu'est-ce que ça a l'air construire l'avion en plein vol, parce que ce n'est pas une prérogative, encore une fois, du gouvernement de pouvoir dire ça. Ça appartient à tout. C'est la réalité. Je pense que ça donne ça, construire l'avion en plein vol. Alors, je ne sais pas si tout le monde a accès à un écran. Ce qu'on a ici, c'est toutes les phrases, toutes en même temps. Et c'est un peu impressionnant de voir que les gens ont dû faire tout ça à la fois. Quand on est en train de préparer une présentation, par ailleurs, on ne peut pas juste mettre des phrases comme ça. On a aussi un travail à faire comme chercheur pour rendre compte, faire des catégories. Les chercheurs, on aime ça, regrouper des choses, essayer de présenter. Et ça, c'est un peu nous, l'équipe de recherche, qui sont en train d'essayer de rendre compte de la vitalité dans la caricature qu'on voit, là, tous les fruits qui sautent dans le bol et le peintre qui, lui, essaie de faire une nature morte. Alors, nous, on s'est dit qu'on essayait justement de faire ce travail-là, de reconstruire un peu l'ensemble des phrases que je vous ai présentées, certains exemples pour en faire des petits paquets un peu plus ficelés. Donc, quand on a parlé du mouvement, on a dit qu'il y a eu du mouvement dans les rôles, dans les tâches. Quand on regarde, encore une fois, on n'a pas assez de temps pour vous donner des exemples surtout. On fait des choix, mais il y avait des exemples justement au niveau des gestionnaires, des directrices d'organismes qui nous disaient, ben moi, le volet direction, c'est fini. J'ai fait des nuits, j'ai fait des fins de semaine, laver des planchers, écrire des protocoles sanitaires. On devait aussi développer des nouveaux projets en vitesse, les prendre en charge, réorganiser le travail, rassurer nos équipes. Du côté des intervenantes, bien, si on fait une espèce d'amalgame de différents extraits, il y avait j'étais travailleuse de milieu, je suis devenue travailleuse de rue. J'étais intervenante, je suis devenue animatrice d'ateliers de fabrication de masques. Je suis devenue surveillante de lavage de mains, gentille organisatrice de Club Med pour animer les gens confinés, distributrice de dépannage alimentaire, et tout ça, bien sûr, pas dans mes horaires habituels. Au niveau du mouvement dans les lieux d'intervention, il y a eu tout le mouvement, je l'ai mis, moi, en trois. Je me disais, on change les meubles de place, on crée d'autres lieux, tout le monde dort. Pour faire une espèce d'image de tout ce qui s'est passé et montrer justement le mouvement. Donc, on change les meubles de place. Bien sûr, il y a toute la réorganisation des espaces internes avec des chambres à 2, à 3 qui ont dû être transformées, avec des salons qui sont devenus des chambres, avec des cours qui ont été aménagés pour faire une station d'accueil, etc. Même les stationnements qui ont été utilisés. On crée d'autres lieux. Et là, on a vu plusieurs exemples donc, il y a notre lieu, mais notre capacité d'accueil étant limitée, on doit créer d'autres lieux que notre propre ressource. Et ces autres lieux-là, il y a eu bien sûr, comme je vous disais, toutes les expériences plus médiatisées, des arénas qui sont devenus des refuges, des sous-sols d'églises qui sont aussi devenus des grands refuges. Mais il y a eu aussi des éléments moins médiatisés, comme de louer des appartements pour faire une unité de débordement ou offrir une douche, de transformer une ressource, comme on voyait tout à l'heure, en une ressource qui existait pour accueillir des jeunes 12-15 ans en autre chose. Il y a eu aussi donner du matériel de camping pour qu'il y avait on me racontait à un moment donné des tentes installées à côté d'un refuge qui permettaient à des personnes en situation d'itinérance et leurs animaux d'être hébergés. Il y a aussi donc de la location de logements. Autrement dit, pour garder des personnes dans leur logement, il y avait des fois des entreprises, en tout cas, qui donnaient un petit coup de main pour pouvoir donc créer ces lieux d'hébergement. Et il y a eu aussi des projets dont on nous a parlé qui peuvent être développés du logement à plus long terme pour des besoins, bien sûr, qui existaient avant la pandémie. Dans le Tout le monde dehors, clairement, à mon âge, là, on me parlait d'outreach quand j'ai commencé mes années comme étudiante en travail social. Là, j'avais l'impression que tout d'un coup, c'était devenu la grosse affaire quand j'écoutais les entrevues.
Mais dans tout le monde dehors, il y avait donc des équipes mobiles volantes. J'aime beaucoup l'idée qu'elles sont aussi volantes, pas juste mobiles, qui impliquaient des intervenants du réseau mixés avec des intervenants du communautaire, parfois une infirmière, parfois avec des policiers. Donc, ils allaient essayer de voir les personnes en situation d'itinérance là où elles étaient. Euh, Plusieurs exemples de centres de jour en plein air, des stations extérieures qui offraient, encore une fois, nourriture, stations d'eau. L'autre, et ça, c'était qui se faisait souvent en collaboration entre différents organismes et le réseau. Mais il y a eu aussi des petites initiatives, et qui, cette citation permettrait un peu d'en regrouper plusieurs. Donc, la personne racontait, dans notre organisme, on a commencé à utiliser notre jardin pour faire un espace d'accueil en plein air. Donc, ça, c'était juste un organisme, ce n'était pas pour toute la région. On voulait répondre aux besoins de ventiler des personnes qui étaient plus hébergées ici, mais qui nous sollicitaient parce qu'elles étaient totalement isolées et n'en pouvaient plus. Donc, il y a eu aussi ces aménagements-là, encore une fois, plus d'ingéniosité pour garder du lien social. Il y a eu du mouvement dans les critères, les règlements. Euh, il y a deux exemples qui m'ont frappé parce que c'était ça sortait pas mal de l'ordinaire pour moi, de me les faire expliquer. En tout cas, quelqu'un a dit à un moment donné, eux, dans leur organisme, habituellement, c'est tolérance zéro pour la consommation. Là, ils ont décidé de fermer l'œil puis de laisser les personnes consommer au coin de la rue, revenir finir leur bosse dans leur chambre. L'équipe a vu ça comme une approche responsable de sa part. Sinon, la maison serait vidée et ce n'est pas ça qui aurait aidé la santé publique. Un autre exemple qu'on m'a donné, c'est vraiment d'utiliser des financements privés pour payer soit des cartes d'épicerie ou payer des parties de loyer à des personnes qui seraient retrouvées dans la rue sans ça, qui venaient juste de quitter la maison d'hébergement. La personne racontait, jamais l'organisme n'avait fait ça auparavant, mais ça a été un petit coup de pouce qui a permis de garder ces personnes-là chez elles. Excusez-moi, on retourne en arrière. Dans les règlements, dans le mouvement, il y a eu aussi des modifications d'horaire. Les ouvertures, allonger les heures d'ouverture. Certains refuges et certains centres de jour qui se sont transformés, qui font du 24 heures sur 7 jours semaine. Il y a des règles de fonctionnement qui ont été révisées, certaines qui ont été durcies et d'autres qui ont été assouplies. Il y a eu donc du mouvement dans les missions. Des personnes en situation de précarité, peut-être qu'au final, c'est en plein dans la mission ou dans le mandat, parce qu'en bout de route, l'itinérance, la précarité, la grande pauvreté, ça a pas mal des heures de famille. Alors ça, c'était un des commentaires qui m'avait été fait aussi, de dire, bien, on n'était peut-être pas tant que ça à l'extérieur de notre mandat. Réfléchir à l'élasticité des élastiques. Il y a 3 cas de figure qui sortent un peu des entrevues. Il y a eu parfois où l'élastique était juste assez étiré. À d'autres moments, l'élastique avait les épaules larges. Puis à d'autres moments, on aurait pu dire, est-ce que l'élastique, il ne vient pas de péter ou est-ce qu'il ne va pas péter? Juste assez étiré, un exemple qui a été rapporté dans un organisme, la personne racontait, bien, le changement le plus important dans nos pratiques, c'est arrivé par la force des choses. Comme tout était fermé, que les démarches se sont retrouvées sur pause, et ici, elles ont eu le temps de se déposer plutôt que d'être rapidement projetées dans un plan d'intervention. Au quotidien, ça a changé nos contacts. On était plus centré sur le lien, moins sur le as-tu fait telle ou telle démarche. Ça semble avoir eu des effets positifs sur les personnes. Sa conclusion, c'est pas vraiment novateur comme pratique, mais je pense qu'on l'avait perdu de vue. La pandémie nous l'a fait redécouvrir. Et on va y réfléchir pour l'après-pandémie. Quand l'élastique a les épaules trop larges, on a entendu parler dans les entrevues aussi, et en tout cas, c'est un concept aussi présent,
dans les, dès qu'on parle des stratégies de l'adaptation, c'est toute l'idée de la résilience qui permet à un système de rebondir. Je pense que les dans les premiers mois de la pandémie montrent que le système, les organismes ont pu rebondir. Par ailleurs, ça peut être un couteau à deux tranchants parce que on ne peut pas juste compter sur la résilience individuelle d'un organisme ou d'une collectivité. Il faut leur donner les moyens. Et quand on est donc dans des désengagements progressifs des États-providence, la résilience, ça peut être une façon de responsabiliser, pardon, un peu trop la société civile. Euh, c'est un des éléments où les gens nous ont dit parfois, ben écoute, euh, c'est un peu idéalisé, là, le héros organisme qui a tout fait, puis nous qui n'avons pas pu faire autant parce qu'on n'avait pas les capacités pour le faire. Donc, il y a un certain danger à idéaliser le concept de résilience ou le concept de regarde, ils sont bons, ils sont tellement débrouillards, ils ont pu s'en sortir. Et il y a aussi de faire de la résilience une compétence. Donc, si on peut de l'exiger, autrement dit, dans le futur. Donc, il y avait un peu des inquiétudes qui sortaient parfois des entrevues à ce niveau-là. Quelqu'un m'a parlé à un moment donné de je suis tellement débrouillard, c'est tellement connu que mon organisme, on se débrouille toujours, qu'ils nous ont complètement oubliés. Hein. Un peu comme le bon élève qui reçoit pas vraiment de soutien parce qu'on sait qu'il va le faire de toute façon. Et la personne qui me racontait ça, c'était une personne qui dirigeait un organisme qui, honnêtement, à la fin de l'entrevue, était pas mal, montrait pas mal des signes d'épuisement. Mais ils sont bien débrouillards dans son organisme. L'élastique vient de péter, alors, ou va péter, ça dépend. Alors, à ce moment-là, c'est aussi des réflexions qui ont été faites vers la fin des entrevues où les gens nous disaient on s'est vraiment débrouillé, mais là, dans la deuxième vague, il y a une difficulté supplémentaire par rapport à la première. Pendant la première, d'une certaine façon, tout était en pause autour de nous. Donc, oui, on était dans le jus, mais on pouvait quand même avoir du temps pour réfléchir, même s'il fallait penser vite. Mais là, je dois affronter la deuxième vague en même temps que tout le reste. Mon nombre de places d'hébergement est revenu à peu près à la normale. Mon nombre de courriels par jour est revenu à la normale. La reddition de comptes à faire en plus, des personnes itinérantes qui, comme le reste de la population, sont tannées des mesures. Tout ça dans un contexte où l'adrénaline du début est tombée. On a moins d'énergie. C'est un petit tour d'horizon très rapide de la débrouillardise des organismes. Des pistes de réflexion qui seraient sûrement à continuer d'explorer. C'est comment garder trace de ces expériences-là qui ont été développées en temps de pandémie. Qu'est-ce qu'on devrait documenter? Comment rendre visibles les apprentissages? Comment les partager? Est-ce que les réponses développées en temps de pandémie ont produit des nouveaux savoirs, des nouvelles pratiques? Ça, c'est des éléments de la recherche qui va se continuer, comme vous l'expliquait Céline. On voulait vous laisser avec, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des expériences qui avaient été médiatisées. Moi, j'ai essayé de mettre l'accent aujourd'hui sur des expériences, là, tu sais, organiser quelque chose dans son jardin, ça n'a pas fait le tour là, des journaux locaux ou internationaux. Mais il y a quand même toute une liste, alors, sur le PowerPoint, là, il y a une liste des extraits, des articles de journaux qui racontent des expériences qui ont été faites en temps de pandémie, donc qui médiatisent déjà. Ce PowerPoint va être disponible chez Stéphanie. C'est quelque chose qu'on souhaite faire comme équipe, de continuer à documenter quand il y a quelque chose dans les journaux, en tout cas d'en faire une espèce de liste, de carnet qu'on pourra partager avec tout le monde après. Et je vous laisse maintenant aux bonnes mains de Stéphanie qui va nous séparer pour qu'on aille échanger sur cette question. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, on a tenté de donner quelques exemples d'adaptation en temps de pandémie. La question d'aujourd'hui, ce serait dans votre organisation, quel étirement d'élastique vous trouvez qu'on devrait garder, et lesquels, dans le fond, devraient reprendre leur forme, puis il y en a d'autres, peut-être qu'on devrait juste les abandonner. Alors, je ferme le PowerPoint et je vous laisse aux bonnes mains de Stéphanie.
Merci.